Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Naomi Carter, 20 ans, marche d'un pas discret sur les pavés bien entretenus du campus de l'université de Stanford. Son sac en toile, usé au coin, bat doucement contre sa hanche. Elle n'a pas de valise de marque ni d'ordinateur dernier cri accroché à l'épaule. Elle marche avec la retenue de ceux qui savent qu'ils n'ont pas été attendus ici, mais qui sont venus quand même. Originaire de Détroit, Naomi est la fille d'une infirmière de nuit et d'un mécanicien de garage. Elle a grandi dans une maison modeste aux murs fissurés, où le bruit des sirènes de police se mêlait aux éclats de voix des voisins. Mais au milieu de cette agitation constante, il y avait une île, sa chambre, un sanctuaire rempli de manuels d'algèbre dénichés dans des vides-greniers, d'anciens cahiers d'université récupérés dans des boîtes données par des bibliothèques. Là, entre des posters de galaxies et des carnets gribouillés, Naomi s'inventait un monde. Depuis l'âge de 6 ans, elle voit le monde non pas comme un chaos, mais comme un ensemble d'architecture invisible. Pour elle, les escaliers sont des suites, les grillages des réseaux, les ombres des fonctions. Quand elle entend une chanson, elle perçoit sa structure harmonique comme une équation. Les chiffres ne sont pas des obstacles, ils sont des compagnons. Elle ne les apprend pas, elle les entend. Ils lui parlent. À 11 ans, alors que sa classe de collège luttait encore avec les fractions, Naomi dévorait un livre sur les géométries non euclidiennes trouvé au fond d'un entrepôt scolaire. À 13 ans, elle comprenait déjà intuitivement les fondements de la topologie algébrique. Mais comme beaucoup de génies précoces, elle avançait seule, dans le silence, dans l'ombre. C'est sur un forum en ligne, fréquenté par des doctorants du monde entier, qu'elle a commencé à publier des solutions à des problèmes que certains n'arrivaient pas à résoudre. Son pseudonyme, Euleghost42, est rapidement devenu une légende virtuelle. Personne ne savait qu'il s'agissait d'une adolescente noire du Midwest. À 17 ans, après avoir soumis anonymement une série de démonstrations sur les structures fractales appliquées à la théorie des codes, Naomi a été contactée par un mathématicien de Stanford, le seul à avoir reconnu la signature intellectuelle derrière les lignes de latex. Une bourse complète lui fut accordée. Ce jour-là, sa mère avait pleuré de joie. Son père, d'ordinaire pudique, l'avait serré contre lui, longuement. Mais une fois arrivée à Stanford, Naomi découvre un autre langage. Un langage non pas mathématique, mais social, fait de clins d'œil discrets, de réseaux tissés depuis les écoles privées de la côte est, de noms célèbres chuchotés dans les couloirs. Ici, les étudiants portent des montres qui valent plusieurs loyers, parlent de stages obtenus grâce à un oncle, et arborent l'arrogance tranquille de ceux qui ne doutent jamais de leur place. Dans ce monde feutré de vestes en tweed, de lunettes griffées et de condescendance polie, Naomi est invisible. Le jour de son premier cours de théorie mathématique avancée, elle entre dans l'amphithéâtre au bois clair et aux murs couverts de portraits de lauréats prestigieux. Elle choisit une place au fond, à l'écart. Elle ouvre son carnet noir, dont les pages sont déjà griffonnées de formules et de symboles. Le professeur, Dr. Richard Halberstam, entre. Il est droit comme une équation linéaire, les cheveux argentés, la voix tranchante. C'est une sommité du domaine, mais il traîne aussi une réputation, celle d'un homme brillant mais glacial, qui tolère mal les esprits qu'il n'a pas lui-même sélectionnés. Il commence à exposer une démonstration, élégante, rapide, mais Naomi, attentive, remarque une approximation faite un peu trop vite, une étape sautée, peut-être volontairement. Elle lève la main, calmement. « Excusez-moi, professeur, mais dans la transition entre les lignes 4 et 5, ne faudrait-il pas préciser la condition sur la variable n? Sinon la convergence est fausse, non ?» Un silence. Halberstam la regarde comme s'il venait de voir un cheveu dans une soupe. Puis, d'un ton sec. « Mademoiselle Carter, ce cours n'est pas un tutoriel de niveau lycée. Peut-être devriez-vous revoir vos bases avant de questionner ce que vous ne comprenez pas. » Les étudiants éclatent d'un rire nerveux. Pas méchant, mais complice. Naomi ne répond pas. Elle note. Pas l'humiliation, mais l'erreur. L'équation. Le détail. Les jours passent. Naomi assiste à tous les cours. Elle ne pose plus de questions. Elle note tout. Le jour, elle se fond dans la foule. La nuit, elle vit dans la bibliothèque, au sous-sol, là où personne ne vient. Elle s'assoit toujours à la même table, entre deux piles de livres qu'elle consulte en silence. Son carnet se remplit de conjectures, de contre-exemples, de diagrammes qu'elle explore sans relâche.
Elle ne va pas aux soirées. Ne fait pas partie des groupes d'études. Les autres étudiants, même ceux issus de milieux modestes, l'évitent. Trop sérieuse. Trop silencieuse. Trop noire. Trop différente. Un soir, alors que les dernières lumières s'éteignent dans la bibliothèque, Naomi tombe sur un article ancien sur les matrices de Galois. Elle l'ouvre, le lit, et soudain, un éclair. Une connexion qu'elle n'avait jamais vue. Un lien avec un problème de cryptographie réputé insoluble. Elle griffonne frénétiquement. Elle tient quelque chose. Quelque chose de grand. Mais elle s'arrête. Elle regarde autour d'elle. Le silence est total. Il n'y a personne pour l'écouter. À qui le dire? À Halberstam? Aux étudiants qui l'ont déjà jugé? Aux professeurs qui l'appellent parfois par le mauvais prénom? Elle referme son carnet doucement, mais elle le sait, ce qu'elle a découvert pourrait changer le visage de la sécurité informatique. Le lendemain, à la cafétéria, elle marche entre les tables. Les conversations s'arrêtent parfois, pas pour elle, mais pour commenter un article paru sur un camarade influent, un autre futur Nobel autoproclamé. Naomi, elle, n'est que cette fille discrète, que l'on regarde à peine. Une femme noire, sans mentor célèbre, sans ancêtre académique, sans relation. Dans ce monde, cela ne vaut pas grand-chose. Mais dans son carnet, les idées bouillonnent. Et elle sait. À la fin du trimestre, dans un amphithéâtre plus silencieux que d'habitude, Dr. Halberstam referme son dossier avec cette froideur cérémonieuse qu'il affectionne tant. Il se lève, s'adresse à l'auditoire d'un ton sec et tranchant. Comme chaque année, Stanford présentera une équipe triée sur le volet au concours Putnam. Blake Morgan, Philip Rees et Jonathan Chang ont été sélectionnés. Des applaudissements polis résonnent. Halberstam ne prononce pas un mot de plus. Pas un regard vers Naomi. Pas même une hésitation dans sa voix. Naomi reste immobile. Sa respiration est calme. Son visage ne laisse rien paraître, mais dans sa poitrine, un feu silencieux s'allume. Après le cours, elle attend que les autres soient partis. Elle s'approche du professeur. « Professeur, j'aimerais participer au concours. » Halberstam lève à peine les yeux de son sac en cuir qu'il range avec méthode. Le Putnam est réservé aux étudiants capables de penser avec rigueur. Ce n'est pas une épreuve de bonne volonté. Son ton est tranchant, presque secoué d'ironie, comme s'il venait de repousser une absurdité. Il la regarde comme on évalue une statistique improbable. Une gêne dans le système. Naomi hoche doucement la tête, un sourire discret sur les lèvres. « Très bien, monsieur. » Elle tourne les talons sans hâte, le regard fixé droit devant elle, plus déterminée que jamais. Ce soir-là, dans le silence feutré de sa chambre étroite, elle ouvre son ordinateur et s'inscrit seule. Candidate Libra. Sans recommandation. Sans bénédiction. Juste un nom sur une ligne. Le matin du concours, le campus est encore plongé dans une brume légère. Une salle a été réservée spécialement pour l'épreuve. C'est une pièce austère, à la lumière crue, où les tables sont disposées en rangs parfaitement alignés, comme dans une chorégraphie silencieuse du savoir. Les meilleurs étudiants en mathématiques de Stanford y sont déjà. Certains discutent à voix basse. D'autres relisent frénétiquement leurs notes. Blake et Philip, assis ensemble, échangent des sourires confiants, comme des athlètes avant un sprint. Ils ont le prestige, le soutien du département, et la certitude d'être les élus. Naomi entre en dernier. Elle porte un vieux sweat à capuche gris, élimé au col, et un sac à dos rafistolé. Pas de montre en or. Pas de laptop dernier cri. Juste elle, et un esprit affûté par des années de silence, d'exclusion et de génie ignoré. Elle choisit une table à l'écart. Personne ne lui parle. Personne ne la regarde vraiment. Elle est encore une fois invisible. Mais cela ne l'effraie pas. Cela la libère. L'épreuve commence. 6 heures. 12 problèmes. Tous plus abstraits et vertigineux les uns que les autres. Certains candidats froncent les sourcils dès le premier exercice. D'autres griffonnent frénétiquement avant de raturer. La tension monte. Des soupirs s'élèvent. Des regards perdus flottent dans la salle. 2 étudiants abandonnent au bout de 2 heures, l'esprit brisé par la complexité. Naomi, elle, ne bouge presque pas. Elle lit.
Elle ferme les yeux. Elle respire. Dans son esprit, les nombres ne sont pas des obstacles, mais des voies. Chaque problème est une porte, et elle trouve la clé dans la structure invisible qui relie les formes. Son stylo glisse sur la feuille, précis, fluide. Elle entre dans ce que les maîtres zen appellent l'état de non-esprit. Pour elle, c'est un silence pur, mathématique. Elle ne pense plus, elle voit. Elle découvre une méthode alternative pour démontrer un lemme réputé incalculable en temps imparti. Elle reconnaît une structure cachée dans une suite et en extrait un motif que d'autres auraient ignoré. Elle ne résout pas les problèmes, elle les traverse, comme si elle les avait toujours connus. Au bout de 6 heures, Naomi pose calmement son stylo. Elle relit une dernière fois ses réponses, ajuste une notation, puis range ses feuilles avec soin. Lorsqu'elle quitte la salle, il n'y a pas de tonnerre d'applaudissements. Pas de félicitations. Juste le bruit de ses pas sur le carrelage. Mais elle sait déjà. Quelque chose s'est déplacé. Dans l'ordre du monde. Et bientôt, ils le sauront aussi. 3 semaines plus tard. Le ciel est bas ce matin-là, sur Stanford. L'air porte cette tension électrique, imperceptible, des journées où quelque chose s'apprête à basculer. Dans les couloirs du département de mathématiques, un murmure s'élève, d'abord fragile, puis de plus en plus dense, comme un courant qui prend de l'ampleur. Les résultats du concours Putnam sont enfin tombés. Un email officiel circule. Le nom de Stanford y figure, fièrement affiché. 3e place nationale grâce à Blake Morgan, le protégé de Halberstam. Celui-ci s'empresse d'annoncer la nouvelle, invitant quelques journalistes du Stanford Gazette à couvrir l'événement. Une mini-conférence de presse improvisée s'organise dans le hall. Blake, l'air suffisant, pose avec un certificat à la main. Flash, rire, éloge. Mais quelques lignes plus bas dans le même courriel, un détail trouble ceux qui lisent jusqu'au bout. Meilleure note nationale. Naomi Carter. Candidature libre. Stanford University. Un silence nerveux s'installe dans le bureau du doyen. Les organisateurs du concours appellent pour confirmer. Oui, elle a battu tous les candidats. De très loin. Elle a résolu des problèmes que personne d'autre n'a touchés. Son nom circule déjà dans nos cercles comme celui d'un phénomène. Dans la salle de pause du campus, le nom circule. Les étudiants relisent la liste avec stupéfaction. Naomi Carter, la fille discrète qui travaille seule à la bibliothèque? Celle dont tout le monde ignorait le nom? Les réseaux sociaux s'enflamment. Des titres d'articles s'accumulent. L'étudiante invisible de Stanford bat tous les records du Putnam. La genie venue de L. Hombre. Naomi Carter, un nom que les mathématiques n'oublieront plus jamais. Halberstam, Blême, reçoit un appel direct de la National Science Foundation. La voix à l'autre bout est claire, enthousiaste. Docteur Halberstam, nous vous appelons à propos de Naomi Carter. Nous aimerions l'inviter à présenter ses travaux lors de la conférence internationale sur la cryptographie quantique, à Boston. Il raccroche sans un mot. Les murs de son bureau semblent se refermer sur lui. Il repense à cette main levée, à cette voix douce qu'il a rabaissée, à ce sourire calme qui ne s'est jamais effondré sous son mépris. Il se rend compte qu'il n'a jamais vraiment regardé Naomi. Il a vu sa couleur. Son sweat à capuche. Son silence. Mais jamais son esprit. Quelques semaines plus tard, Boston. Le grand amphithéâtre de la conférence vibre d'une tension savante. Des chercheurs du MIT, de Princeton, de Caltech et d'universités internationales sont rassemblés. Des sommités en cryptographie, des experts en mathématiques appliquées. À l'écran, le nom s'affiche. Naomi Carter, structures inverses dans les réseaux post-quantiques, une nouvelle approche. Quand elle monte sur scène, le silence est total. Elle porte une robe sobre, ses cheveux attachés simplement. Elle regarde la salle. Elle ne tremble pas. Son regard est stable. Sa voix est claire, posée, assurée. Elle expose avec précision sa découverte. Une nouvelle méthode de chiffrement quantique reposant sur une théorie hybride entre topologie et matrice de Galois qu'elle a développée seule, dans l'ombre. Elle démontre en temps réel une conjecture que même les laboratoires spécialisés considéraient comme trop spéculative. Dans la salle, les visages changent. Certains prennent des notes frénétiquement. D'autres échangent des regards incrédules.
Une femme du MIT murmure. Elle est en train de réécrire le chant. Littéralement. Halberstam, assis au premier rang, est figé. Il ne prend pas de notes. Il ne dit rien. Son visage est neutre, mais ses mains se crispent. L'homme, autrefois si sûr de lui, baisse les yeux. Ce n'est plus lui le centre. C'est elle. Et elle brille. Naomi termine sa présentation par une phrase. Pas mathématique, mais humaine. Profondément humane. Le talent existe partout. Mais les yeux qui savent le reconnaître sont rares. Je suis ici pour tous ceux et toutes celles qu'on ignore, qu'on humilie, qu'on méprise. Les mathématiques ne se soucient pas de votre couleur de peau, ni de votre genre, ni de votre accent. C'est nous, les humains, qui avons du mal à résoudre l'équation de nos préjugés. Un silence. Puis des applaudissements. Timide au début, puis plus franc. Puis une ovation. Une salle entière se lève. Des experts, des doyens, des chercheurs mondialement reconnus. Ils applaudissent non pas une élève, mais une visionnaire. Et Naomi, toujours calme, regarde cette salle debout devant elle. Elle pense à Détroit, aux bibliothèques poussiéreuses, à sa mère en blouse blanche, à son père les mains pleines d'huile de moteur. Elle pense à ses nuits blanches, à l'indifférence, au rire dans l'amphithéâtre. Elle sourit. Elle n'est plus invisible. Naomi crée quelques années plus tard un institut de recherche en mathématiques pour les jeunes défavorisés, financé par des universités du monde entier. Elle devient professeure à Harvard à 25 ans. Elle publie plusieurs ouvrages. Elle n'a jamais oublié ce jour où on a ri d'elle. Et Halberstam? Il prend sa retraite prématurée. Quand on lui parle de Naomi Carter, il dit simplement « Elle m'a rappelé que même les génies peuvent porter des sweats à capuche ». Dans sa maison de Détroit, Naomi encadre une feuille. Son ancienne copie du concours Putnam. En bas, une annotation d'un correcteur anonyme. Cette démonstration est d'une élégance rare. Nous venons peut-être de lire le futur. Et ce futur porte un nom. Naomi Carter.